Est-ce que trouver les bons soins du visage pour ta peau, c'est une tannée? C'est une tâche qui est tellement difficile, tu as déjà testé plein de marques, plein de produits, et tu ne t'y retrouves toujours pas, tu as toujours ces imperfections. En vrai, c'est pas étonnant. Quand tu regardes un petit peu ce qu'il se passe aujourd'hui sur le marché, tu te rends compte qu'il y a une véritable tempête. D'un côté, on a les marques classiques comme Yves Rocher, comme La Roche-Posay, comme Aven, qui sont attaquées de toutes parts, critiquées d'utiliser des silicones, du phénoxyéthanol et plein d'autres ingrédients. Et de l'autre côté, on a l'Eldorado, avec les nouvelles marques qui sont vertes, qui se disent clean, de la clean beauty, et qui ne vont pas utiliser certains ingrédients. Mais c'est pas vraiment défini. Chaque marque va définir, comme elle le souhaite, la clean beauty selon elle. Force est de constater qu'il y a plein de gens qui ont utilisé des produits qui sont clean, qui ont peu d'ingrédients ou qui vont utiliser juste de l'huile de coco sur le visage pour se retrouver derrière avec plein de points noirs sur le visage, plein de boutons, parce que ces produits ne sont pas forcément adaptés non plus. Mais alors, du coup, à qui est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce qu'on va plutôt faire confiance à des grandes marques qui ont énormément d'expérience, qui sont sur le marché depuis des dizaines et des dizaines d'années, ou est-ce qu'on fait confiance à ces nouvelles marques qui se disent green, voire clean? Pour répondre à cette question, j'ai fait cette vidéo pour vous emmener dans les coulisses de l'industrie skincare. Historiquement, l'industrie du soin du visage, c'est un conte de fées. On va créer un produit, mais on ne va pas vous parler du produit en tant que tel. On ne va pas forcément vous parler de la liste d'ingrédients. On va simplement prendre un ingrédient qui sonne joli. Ici, on a l'exemple de l'Occitane qui nous parle de la fleur d'immortel. Mais également, chez Dior, on va retrouver le micro caviar de rose. On se demande même encore ce que c'est finalement. Qu'est-ce que ça signifie au-delà de simplement avoir une approche marketing où on va se dire le caviar c'est quelque chose de cher, la rose c'est quelque chose de rare, et donc un micro caviar de rose ça va être vraiment quelque chose qui va être assez exceptionnel. Et puis on va faire du marketing tout autour. On va peut-être mettre une égérie, une belle top modèle à côté du produit pour vous le vendre. Ça, c'est ce que j'appelle le conte de fées. C'est le rêve. C'est le fait de se projeter, de se dire moi je veux ressembler à cette fille, je veux avoir la même peau qu'elle. Et ça, dans un premier temps, c'est quand même quelque chose de plutôt trompeur. On ne va pas se mentir, quand on regarde ces pubs-là, on voit clairement que la femme qui est mise en avant n'est pas non plus une véritable femme de 50 ans. Elle a plutôt l'air d'avoir 25 ans sur la photo. À côté de ça, les marques vont quand même mettre un petit peu de scientifique, un petit peu de mathématiques, où on va faire des tests auprès de consommatrices ou de consommateurs qui vont tester le produit et qui vont dire qu'ils ont observé telle ou telle efficacité sous 7 jours ou sous 30 jours du produit. Là, par exemple, on a carrément une des pubs qui nous montre que les testeurs ont observé une efficacité sous 24 heures sur le produit. Force est de constater aussi que beaucoup des consommateurs de cosmétiques sont déçus et n'observent pas les mêmes résultats que ceux qui sont affirmés sur les packaging. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces chiffres mathématiques sont un petit peu truqués? Non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas le droit. Les marques n'ont pas le droit de mentir sur ce qu'on appelle ces claims marketing. Mais par contre, ça va être des tests qui seront menés sur des panels qui sont tout petits. On a juste 30 à 60, voire 100 personnes qui ont testé le produit, à qui on a offert le produit pour qu'elles le testent gracieusement et on leur demande leur avis derrière. Le problème, c'est que forcément, ces personnes, vu qu'on leur a offert le produit, ce n'est pas comme quand on paye 30 euros de sa poche pour acheter un produit. Quand on paye, on va véritablement avoir une attente beaucoup plus forte envers son produit, alors que la personne qui le reçoit gratuitement va se dire ah bah oui, j'observe quand même une amélioration, c'est pas mal. Et là, d'un point de vue psychologique, il y a déjà une grosse différence. Et c'est ce qui fait aussi que on se dit bah malgré ce que j'ai pu voir sur le packaging ou sur la publicité, je suis déçu. Du coup, entre ces belles publicités et ces claims un petit peu scientifiques, voire pseudo-scientifiques, on est un petit peu paumé. Le plus grand défaut de tout ça, c'était pas simplement de se faire avoir, parce qu'il y a quand même des ingrédients qui sont efficaces dedans, mais on n'observe pas la même efficacité que celle qui est affirmée sur le packaging. À côté de ça, le plus grand problème, c'est qu'à force de nous faire rêver et simplement de nous mettre des petites phrases qui nous donnent une idée de ce que va faire le produit, on ne s'intéresse plus du tout à la composition du produit, à ce qu'il y a derrière le produit. On ne regarde plus la liste d'ingrédients. C'est quoi la liste d'ingrédients? Honnêtement, c'est quelque chose presque tabou aujourd'hui de parler de liste d'ingrédients. Et c'est dommage. Mais il n'en fallait pas plus pour que certaines personnes s'y intéressent et commencent à bouleverser cet ordre-là.
Alors que tout se passait bien dans le petit monde du skincare, dans ce conte de fées, on a une actrice qui s'appelle Gwyneth Paltrow qui va venir déranger cet ordre et qui va venir s'attaquer à cet ordre bien établi. Elle, c'est une actrice qui s'est lancée dans le bien-être. En 2008, elle crée son propre site qui s'appelle Goop et elle va parler de bien-être dans tous les sens du terme, aussi bien sur l'alimentation, sur les outils qu'on peut utiliser au quotidien, mais également sur la cosmétique. Alors qu'on aime ou pas ce qu'elle raconte, car c'est très très pseudo-scientifique, notamment elle va parler de son œuf en jade qu'il faut insérer dans le vagin pour se faire du bien et se connecter à son corps, on n'est pas forcément tous totalement convaincus par l'assise scientifique de ce dont elle est en train de parler. Elle est controversée, ça tout le monde le sait, mais quand elle parle de cosmétique, c'est véritablement la Jeanne d'Arc de la clean cosmétique. C'est elle qui va véritablement s'intéresser aux ingrédients et se dire mais pourquoi est-ce qu'on met du silicone, des huiles minérales, des dérivés de plastique et autres perturbateurs endocriniens alors qu'on parle simplement de résoudre un problème de boutons en surface. C'est elle qui va s'intéresser à tout ça et commencer à faire en sorte que les mentalités changent vis-à-vis des produits qu'on a sur le marché. C'est la première remise en question de ce conte de fées. C'est là où on commence à se dire et à douter de ces marques qui ont énormément d'expérience, qui ont énormément de scientifiques derrière, mais auxquels on ne fait désormais plus trop confiance. Puis petit à petit, après l'action de Jeanne d'Arc de la cosmétique, on va avoir énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui se saisissent de cette thématique pour commencer à en parler sur Instagram et autres réseaux sociaux. Ça va se développer énormément à tel point que, il y a quelques années, ce sont les applis qui prennent le relais de ce combat de la clean beauty. On parle bien sûr de Yuka, Dinky Beauty, ces applications qui vont permettre de scanner les produits, de regarder si les produits sont bons, si les produits sont mauvais, et en fait d'aller beaucoup plus en profondeur pour enfin comprendre ce qui était incompréhensible jusque-là, ce que le conte de fées de départ nous avait empêché de voir. Vous imaginez bien que dans ce cadre-là, pour les marques qui sont installées depuis très 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 longtemps, c'est un mouvement de panique qui s'empare d'elles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles ont déjà 100 produits sur le marché, elles se disent tous mes produits contiennent des huiles minérales ou autres silicones, et comment est-ce que je fais pour changer d'un coup ? Eh bien, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, rien que changer une formule, ça prend entre 6 mois à 2 ans pour faire ce travail-là. C'est un travail de titan qu'il y a à réaliser sur toute la ligne de produits. Tous leurs produits sont scannés via Yuka, via Inky Beauty. Elles ne peuvent pas faire grand-chose à part s'adapter, mais sur le plus long terme. Cela va leur prendre plusieurs années avant de pouvoir s'adapter. À côté de ça, on a l'émergence d'un véritable champion de la green beauty, clean beauty, tout ce que vous voulez en France. J'ai nommé Aromazone bien sûr. Aromazone, c'est ce magasin où vous allez pouvoir trouver tous les ingrédients un à un, séparés, pas mélangés dans des formules incompréhensibles. On va se retrouver avec les huiles essentielles qu'on peut choisir, des poudres de plantes qu'on peut choisir, des argiles, des huiles végétales et plein d'autres choses pour faire les cosmétiques soi-même et enfin se dire j'en ai eu marre de toutes ces marques en fait qui m'ont arnaqué pendant tant de temps où je ne comprends rien de ce qu'elles mettaient dans leur formule. Désormais, je contrôle tout, je sais exactement ce qu'il y a dans ma formule grâce à Aromazone. Quand on voit le chiffre d'affaires d'Aromazone, ce n'est pas étonnant. C'est vraiment tout un marché qui commence à être bouleversé. C'est le marché ancien où on n'est pas véritablement clean, où on n'est pas véritablement green, même si ce ne sont des mots qui ne veulent pas dire grand-chose en tant que tel, qui est en train de renaître de ses cendres. On a toutes ces grandes entreprises qui aujourd'hui lancent leur propre ligne de produits bio, où on essaie d'expliquer finalement la liste des ingrédients puisqu'on voit que les consommateurs restent un petit peu méfiants vis-à-vis de ces grandes marques. On a énormément de startups également qui vont faire des cosmétiques beaucoup plus propres, qui utilisent des ingrédients uniquement naturels et on se dit, on arrive à la fin de l'histoire de l'industrie du skincare. Mais que nenni! Finalement, il y a plein de choses qu'on observe sur le marché aujourd'hui et qui contredisent le fait que le marché du skincare se dirige uniquement vers quelque chose de plus naturel et plus bio. C'est là en fait où on est perdu. Puisqu'on se dit aujourd'hui que le naturel ou le bio, tout ce qui est green ou clean devrait être beaucoup mieux pour notre peau, ce qu'on observe dans la réalité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits avec les produits bio ou naturels qu'ils ont trouvés.
Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas satisfaits par cela. Qu'est-ce qui se passe? En fait, en se disant que des produits sont beaucoup plus naturels, la plupart des gens vont se dire, vu que c'est naturel, c'est meilleur pour la santé. Mais c'est comme se dire, la pomme c'est quelque chose de naturel, j'en fais plein de jus de pomme, je me bois énormément de jus de pomme et ça va être bon pour ma santé. Eh bien non, il y a beaucoup trop de sucres qui sont ingérés dans l'organisme et c'est pareil pour le skincare. Il y a des produits naturels qui vont être très bons, il y a des produits naturels qui vont être très mauvais. On n'oublie pas que dans la nature, on retrouve les meilleurs poisons. Finalement, on a l'impression de mieux comprendre quand on parle de naturel, mais finalement on ne comprend pas vraiment grand-chose. Par exemple, quand on parle d'huile essentielle, on a l'impression que c'est très naturel, et c'est le cas, c'est des concentrés de plantes. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel, et pourtant c'est ce qu'il y a également de plus dangereux aujourd'hui et de plus accessible aux consommateurs comme vous et moi. Certes, les huiles essentielles, c'est naturel, mais ça peut brûler la peau. Les huiles essentielles, pour beaucoup d'entre elles, sont également des potentiels perturbateurs endocriniens. Si on va sur le site d'une des marques les plus connues dans la vente d'huiles essentielles, on voit comment est-ce qu'ils caractérisent certaines des huiles essentielles, en disant qu'elles sont cortisone-like, qu'elles sont œstrogène-like, mais on ne va jamais dire le mot perturbateur endocrinien, parce que ça fait trop peur. On le voit ici dans la définition, les huiles essentielles sont composées de molécules agissant à différents niveaux de notre organisme. En fonction de la structure de ces molécules, une activité spécifique de celle-ci permettra d'agir au niveau d'un système, d'un organe, d'un tissu particulier. Le système hormonal ou système endocrinien peut lui aussi être régulé par des molécules aromatiques présentes dans certaines huiles essentielles. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment c'est tourné de manière très bénéfique, voire très positive, alors même qu'on parle de perturbateurs endocriniens. Dans certains cas, cela pourra être très bénéfique pour l'organisme et présenter des intérêts particuliers ciblés. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que c'est perturbateur endocrinien que c'est forcément mauvais. Cependant, dans des cas de pathologie dépendante des hormones, certaines recommandations sont à considérer. 3 petits points. On va mettre véritablement le risque à la fin de la description, alors même que l'on parle de perturbateurs endocriniens. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais on voit bien qu'il y a un problème au niveau de la communication et que même une entreprise qui se dit green, clean, qui vend des huiles essentielles ou des huiles végétales, va un petit peu minimiser le fait que ce soit un perturbateur endocrinien, mais par contre, si on parle du phénoxyéthanol, on n'hésitera pas à taper dessus en disant perturbateur endocrinien et à le crier sur tous les toits. Simplement le fait d'utiliser l'appellation œstrogène-like, par exemple, le mot like va donner une connotation positive. C'est pas comme quand on entend le mot perturbateur endocrinien, où on a l'impression véritablement de se faire du mal. Et ça, c'est vraiment la problématique qu'on a avec le naturel aussi. Si on regarde justement la liste des perturbateurs endocriniens qui sont présentés sur le site, on va y retrouver des ingrédients qu'on utilise assez souvent, comme l'amande poivrée, comme l'eucalyptus globulus, le titri, le citron. Tous ces ingrédients-là peuvent avoir un effet perturbateur endocrinien sur l'organisme. Donc faites attention à ce que vous utilisez et ne vous dites pas que parce que c'est naturel, c'est forcément mieux. Et il n'y a pas que les huiles essentielles dans cette catégorie des produits naturels qui sont problématiques. Quand on parle des huiles végétales également, on va se retrouver avec des huiles végétales comme l'huile de coco qui est extrêmement comédogène. Elle va vous donner des points noirs, elle va vous donner justement plein d'imperfections sur le visage et plus on va en utiliser, pire ce sera. Et c'est pareil pour l'huile de rose musquée qui est reconnue comme étant super cicatrisante, très très bonne pour la peau, qui va éviter les ridules, les premiers signes de l'âge. Finalement, c'est une huile végétale qui est très comédogène également. Pour l'avoir utilisée pendant un certain moment, ça m'a donné beaucoup de boutons, beaucoup d'imperfections également, alors que je pensais faire du bien à ma peau. Donc le problème de tout ça, c'est vraiment de se dire, on avait l'impression de mieux comprendre, de se dire on avait cleané le marché du skincare en se disant on va enlever les ingrédients qui sont mauvais et on va passer sur du naturel et du clean. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose au clean et que même ces ingrédients naturels qui nous paraissent efficaces ne sont pas bons pour notre peau. Et il y a beaucoup d'ingrédients qui sont dans ce cas-là.
C'est pour ça qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de certaines marques comme CeraVe, qui revient sur le devant du marché, ou des marques comme The Ordinary, des marques finalement qui contiennent des ingrédients un petit peu controversés comme le phénoxyéthanol ou certains silicones. Mais ce sont des marques qui ont une assise véritablement scientifique. Elles vont parler de certains ingrédients phares qui ont été prouvés comme efficaces par la science à un certain dosage dans leur formule pour faire en sorte que la formule soit efficace sur votre peau. Également, elles vont se dire, malgré le fait que le marché se dise il y a énormément de polémiques sur le phénoxyéthanol ou les silicones, elles vont pouvoir voir au-delà et se dire que les vraies études scientifiques qui ont été menées sur le sujet montrent que certains de ces ingrédients ne sont pas aussi dangereux qu'on veut leur en donner l'apparence. Grâce aux réseaux sociaux et aux nouveaux types d'influenceurs comme Hiram et d'autres, on se rend compte que petit à petit, il y a la science qui revient sur le devant de la scène. On parle beaucoup de naturel aujourd'hui, mais il y a également beaucoup d'influenceurs skincare qui vont vous parler de la science derrière les produits. Désormais, on n'est plus dans un conte de fées. Quand on parle d'un produit, on va parler des ingrédients. On va vous parler du niacinamide, de la présence d'AHA, d'acide glycolique, d'acide lactique. Véritablement des noms barbares, mais que les gens petit à petit apprennent à connaître et pour leur bien finalement, puisque ça va vous aider en fait à trouver les bons soins. Ces ingrédients ont été prouvés comme étant actifs sur certains types de problèmes et certains types de peau en particulier. Finalement, c'est ni tout noir ni tout blanc. Et c'est ce qui fait qu'on est un petit peu paumé sur ce marché-là. Mais justement, on voit un petit peu le bout du tunnel aussi aujourd'hui en se disant, si on se focalise sur certains ingrédients, on arrivera potentiellement beaucoup plus à trouver les soins qui sont adaptés pour notre peau. Pourquoi est-ce que je vous raconte aussi cette histoire? C'est parce que c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Puisque au tout début, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé par acheter du La Roche-Posay. J'ai acheté toute la gamme Effaclar en me disant c'est bon, avec Effaclar, on va réussir à tout effacer, toutes les imperfections du visage. J'ai été plutôt déçu, j'ai pas observé beaucoup d'efficacité et j'ai utilisé à peine 25% du produit au final sans véritablement continuer. Ensuite, je suis passé sur des marques un petit peu plus haut de gamme. On est passé chez Kiehl's avec différents sérums, différentes crèmes qui m'ont duré un moment, mais qui au bout d'un moment m'ont donné aussi beaucoup d'imperfections et d'irritation de la peau, notamment le sérum nuit de chez Kiehl's, puisqu'il contient énormément d'huile essentielle à l'intérieur. Ensuite, j'ai véritablement commencé à m'intéresser, après avoir utilisé toutes ces marques-là, à m'intéresser à tout ce qui est fait maison, comme chez Aromazone. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois payer aussi cher mes produits de soins si je peux les faire moi-même? C'est là où j'ai commencé à faire mes tambouilles, à faire le petit chimiste à la maison en me disant je suis incroyable. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites au do-it-yourself, le fait maison, parce qu'on peut facilement se brûler la peau. Je me suis brûlé la peau à plusieurs reprises avec des formules qu'on retrouve encore aujourd'hui sur des sites qui vendent des huiles essentielles et qui sont très reconnus en tant qu'expert d'huile essentielle. Et puis, j'avais reproduit cette formule-là. Je l'ai fait tester à toute ma famille ainsi qu'à moi. Ça a brûlé le visage de tout le monde. J'ai utilisé des poudres de plantes également pour me faire des cataplasmes sur le visage. J'ai fini avec le visage tout rouge alors que j'étais vendeur dans un magasin à cette époque-là. Donc assez compliqué, c'est là où aussi je me suis dit, bon finalement, le DIY c'est assez compliqué, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, tellement au niveau des produits simples, des produits naturels, j'ai utilisé beaucoup d'huile végétale. Force était de constater à l'époque que c'était pas forcément non plus super efficace. J'avais encore des boutons, beaucoup d'imperfections et que ça n'aidait pas forcément à avoir une peau parfaite. C'est pour ça que après un voyage aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressé justement à toutes ces marques qui vont communiquer beaucoup plus sur des ingrédients phares. Et ça, les marques coréennes sont vraiment les reines en la matière, mais on a également The Ordinary qui est une des marques mondiales aujourd'hui sur la communication de sa liste d'ingrédients. Pour le fin mot de l'histoire, les marques pour moi qui sont les plus intéressantes aujourd'hui, ce sont des marques qui vont mixer la science et la nature, qui vont véritablement utiliser simplement des ingrédients naturels mais qui sont vraiment efficaces parce qu'ils n'ont pas forcément de danger pour la peau, pas comme de l'huile de coco par exemple pour le visage. Et à côté de ça, ils vont utiliser également des ingrédients qui ont été prouvés comme étant véritablement efficaces par la science dans certains dosages. En mixant tout ça, on se retrouve avec des marques et des produits qui ont une véritable efficacité sur la peau. Elles ne seront pas efficaces pour tout le monde, mais quand même
pour une majorité de personnes qui les utilisent. Même si je ne me considère pas comme étant un clean addict, j'essaie d'y faire attention et je trouve que le mouvement Clean et Green, c'est ça qui a été vraiment intéressant, c'est qu'ils ont voulu changer les mentalités, faire en sorte que tout le monde s'intéresse un petit peu plus de manière très concrète à ce qu'ils mettent ou ce qu'elles mettent sur leur peau. Et ça, c'est véritablement un vrai changement sur ce marché-là. Cela a permis de faire en sorte que ces grandes marques se remettent en question et ne soient plus dans ce statu quo où elles se disent finalement je domine le marché, j'ai plus qu'à innover et continuer à faire des pubs et faire rêver mes consommateurs. Non, véritablement on est dans beaucoup plus de transparence aujourd'hui et c'est ce qu'on doit aux consommateurs qui achètent nos produits. Également, un autre point qui est extrêmement positif, c'est le fait que dans la clean beauty, on va beaucoup s'intéresser aussi à l'impact environnemental que certains de nos produits ont sur la planète, sur les océans. Et typiquement, un des ingrédients qui est extrêmement controversé aujourd'hui, comme les silicones, on va considérer que la plupart des silicones vont boucher nos pores et sont comédogènes, ce qui n'est pas le cas. Il y a plein d'études scientifiques qui ont été menées à ce sujet et qui montrent que les silicones ne sont pas comédogènes, qu'ils laissent quand même la peau respirer, mais que par contre, les silicones sont tellement stables dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dissoudre, que ce n'est pas du tout biodégradable. Et pour ça, les silicones ne devraient pas être utilisés, mais pas tant pour la santé humaine. Donc, c'est là où le mouvement green ou clean devient très intéressant, c'est qu'il nous pousse à bouger ces lignes et à faire en sorte d'innover et de rechercher de nouvelles choses qui nous permettent de découvrir des produits encore plus performants, meilleurs pour nous, meilleurs pour la planète et qui sont beaucoup plus focalisés sur les ingrédients efficaces pour nos problèmes. Et c'est tout pour cette première vidéo sur YouTube, j'espère que tu as aimé, si tu es resté jusqu'au bout, bravo parce que c'est une thématique qui n'est pas forcément facile, mais qui est absolument passionnante de voir comment est-ce que le marché du skincare est en train de changer. Si tu cherches également à améliorer ta peau et à avoir un petit peu moins d'imperfections et essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe sur ta peau, j'ai mis dans les commentaires mon petit guide gratuit pour avoir les 5 étapes de base sur sa routine skincare. Également, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'industrie du skincare et te faire découvrir un petit peu les dessous de cette industrie pour ne plus te faire avoir et faire en sorte que tu comprennes toujours mieux pourquoi est-ce que tu achètes tel ou tel produit. À très bientôt!